Salut à tous, donc aujourd'hui on va faire la dentinogénèse et donc moi je suis Constance, alias Constance Eiffel sur le forum et c'est le premier cours que je vais vous faire, donc c'est parti. Donc là vous avez le plan et il faut savoir que j'ai pas mis l'entièreté du cours pour cette pré-rentrée parce que sinon ça ferait trop. Mais no souci, dans la fiche complète je mettrai absolument tout et ce sera mis à jour de cette année. Donc ça va sortir un peu plus tard sur le forum, mais ne vous inquiétez pas, pour l'instant vous bossez ça et ça sera parfait. Donc dans la cavité buccale, la dentine au niveau de la couronne, elle est recouverte de l'émail, comme on peut voir là par exemple, et la dentine juste en dessous. Donc l'émail, lorsqu'il est parfaitement minéralisé, il est translucide. Ainsi la dentine, qui est de couleur ivoire et pas de couleur blanche, la dentine est visible par transparence. Donc la dentine, elle est composée de 70% de minéral, donc c'est des cristaux d'hydroxyapatite carbonaté. Donc on peut dire que c'est un tissu minéralisé. Il y a aussi 20% de matière organique, donc c'est surtout du collagène de type 1, et 10% d'eau. Donc sa composition, elle est voisine à celle de l'os, mais sa structure, elle est très différente, donc on va le voir un peu plus tard dans le cours. Son degré de minéralisation, il est inférieur à celui de l'émail, donc on verra dans le cours suivant l'émail, donc vous inquiétez pas pour ça. Mais le degré de minéralisation de la dentine, il est légèrement supérieur à celui du sément. Donc comme on peut le voir sur cette radio, la dentine, elle est moins minéralisée que l'émail, donc on dit qu'elle est moins radio-opaque, donc elle paraît plus sombre. Vous voyez, là, hop, c'est un tout petit peu plus gris foncé, alors que là, on va dire que c'est un gris clair. Donc elle est cependant plus claire que la pulpe, donc la pulpe qui est juste ici, en vraiment gris foncé, qui elle n'est pas du tout minéralisée. Donc on se rappelle, donc, plus c'est minéralisé, plus c'est radio-opaque, et plus ça apparaît clair sur la radio. Donc la dentine, c'est un tissu minéralisé et c'est l'un des 4 éléments qui constituent la dent. Donc les 3 autres, c'est l'émail, la pulpe dentaire et le sément. Donc la dentine, elle occupe le volume le plus important de la dent. Donc là, au niveau coronaire, donc il y a l'émail, ensuite la dentine et la pulpe. Et niveau radiculaire, donc là, vous voyez, c'est le sément, la dentine et de nouveau la pulpe. Donc elle est interposée entre, d'une part, donc comme j'ai dit, l'émail et le sément, et d'autre part, de la pulpe. Donc la pulpe dentaire, c'est un tissu conjonctif qui n'est pas minéralisé et qui est situé au centre de la dent, donc, comme vous pouvez le voir ici, et qui limite la dentine du côté interne. Donc la dentine, elle va contenir en périphérie des odontoblastes qui vont permettre la synthèse de la dentine. Quand on regarde la structure de la dentine au microscope, on voit qu'il s'agit d'une structure minéralisée parcourue dans sa longueur par des dizaines de milliers de tubules qui sont parallèles les uns aux autres, comme on peut le voir là sur cette coupe. On appelle ça aussi des canaux ou des tunnels. Donc en coupe transversale, on voit que la section des tubules est arrondie. Hop. La structure microscopique de la dentine, elle diffère de celle de l'émail, qui est essentiellement parcourue de substances interprismatiques et de prismes. Mais on verra ça dans le cours suivant, qui est l'amélogénèse. Donc pas de stress. Avec le temps, les tubuli peuvent s'oblitérer par des phénomènes de minéralisation intratubulaire. Donc cette coupe de dents, ici on peut voir le trajet du tubule, qui est là en bleu. Donc il parcourt l'ensemble de l'épaisseur de la dentine, de la pulpe, qui est donc contourée en rouge, jusqu'à la jonction amélodentinaire. Donc c'est là par exemple, là on peut voir l'émail, donc la jonction émail-dentine, donc amélodentinaire. Au niveau de la couronne ou la jonction dentine-sément, qui va être par exemple juste ici au niveau de la racine. Donc ils contiennent les prolongements cytoplasmiques des odontoblastes dont le corps se trouve au niveau de la périphérie de la pulpe. Donc là on peut voir l'odontoblaste qui va être à la périphérie de la pulpe, pardon, et là ça va être son prolongement, hop là, qui va du coup aller vers par exemple l'émail ou vers le sément. Voilà. Donc à présent on va parler de la dentinogénèse, donc qui est la formation de la dentine. Donc la dentine elle a une origine mésenchymateuse, donc ça on s'en souvient bien, plus. Et pour rappel, au stade de cloche, les odontoblastes ils sont issus des cellules périphériques de la papille ectomésenchymateuse en regard de l'épithélium dentaire interne. Donc là, c'est tout ce qu'il y a en bleu, là, les petites cellules. Donc la dentinogénèse, c'est la formation de la dentine par les odontoblastes. Et elle se fait en 2 étapes. Donc la première, c'est la synthèse et la sécrétion de prédentine, et ensuite, ça va être le dépôt du minéral. Donc elle résulte essentiellement de l'activité de synthèse, de la différenciation et de la dégradation des odontoblastes. Contrairement à la formation de l'émail, qui est donc limitée dans le temps, la formation de la dentine, elle se fait tout au long de la vie.
Donc ce schéma, il montre un germe dentaire à la fin du stade de cloche. Donc en périphérie de la papille ectomésenchymateuse, sous l'épithélium dentaire interne, on a les cellules qui vont se différencier en odontoblastes. Donc hop, comme vous pouvez voir là, c'est tout ce qu'il va y avoir en orange à peu près. Donc cette différenciation, elle commence au sommet, donc juste ici de la cloche, et va se diriger vers la zone cervicale. Hop là, par ici, donc on me dit que c'est une boucle cervicale, selon un schéma temporospatial précis. Donc on a l'épithélium dentaire interne, juste ici, qui est séparé de la papille ectomésenchymateuse par la membrane basale, qui est composée de 3 couches. La première, c'est la lamina lucida, qui permet l'attachement de l'épithélium dentaire interne à la lamina densa par de nombreux hémidesmosomes, qui est donc la deuxième couche. Donc la lamina densa, qui constitue l'armature de cette membrane basale. La troisième et dernière couche, c'est la lamina fibroreticularis qui assure l'attachement de la membrane basale à la papille ectomésenchymateuse par de nombreuses fibrilles d'ancrage. Donc ce sont les cellules périphériques à la papille ectomésenchymateuse qui sont situées donc à une courte distance de l'épithélium dentaire interne et de la membrane basale, donc on dit que c'est de quelques microns, qui vont se transformer en odontoblastes. Donc elles sont plus ou moins ovalaires comme on peut voir. Elles ont un noyau qui est bien central, hop, juste où il y a mon curseur. Et les organites et composants du cytosquelette sont répartis de manière uniforme dans le cytoplasme. Donc à présent on voit la différenciation odontoblastique, donc c'est à savoir, donc premièrement il va y avoir un arrêt de la prolifération de la cellule, ensuite donc une augmentation de sa taille, et ensuite un accrochage par leur membrane à la membrane basale, donc c'est la troisième couche qu'on a vue, c'est la lamina fibroreticularis par les fibrilles d'ancrage. Donc les préodontoblastes, ils vont se différencier ensuite en odontoblastes. Donc pour cela, ils vont commencer par se polariser. Alors le noyau qui était initialement au centre de la cellule, il va s'éloigner de la membrane basale qui est toujours ici. Donc le noyau qui finit ici, comme vous pouvez le voir. Et il y a le réticulum endoplasmique granuleux et le Golgi qui vont se placer en supranucléaire, donc ce qui signifie au-dessus du noyau. Donc ensuite le corps cellulaire, il va s'allonger pour atteindre à peu près une hauteur de 50 micromètres. La région de la cellule où se trouve le noyau, donc cette partie-ci, ça va devenir le pôle basal. Et la région opposée, du coup, proche des fibrilles d'ancrage, de la membrane basale, etc., du coup, ça va devenir le pôle apical ou le pôle sécréteur. Donc à ce stade, la cellule, elle a à peu près une forme de poire, comme on peut voir. À présent, il y a un prolongement qui va se former au pôle apical, au contact des fibrilles d'ancrage. Donc son allongement, il va entraîner le recul du corps cellulaire odontoblastique en direction de la papille ectomésenchymateuse, donc c'est par ici. Dès la différenciation des premiers odontoblastes, la papille ectomésenchymateuse va prendre le nom de pulpe dentaire. Donc ce prolongement-là, qui va se former, il va se ramifier rapidement pour donner de nombreuses branches qui s'étendent latéralement par rapport au tronc principal. Donc le prolongement, il contient un cytosquelette très abondant, mais par contre il ne contient pas d'organites de synthèse, sauf quelques mitochondries de petite taille présentes à la base, hop là par ici, qui sont voisines du corps cellulaire. Donc les prolongements, ils vont contenir plus tard, au moment de la production de la prédentine, des vésicules de sécrétion qui vont renfermer les constituants de la prédentine. Donc à la limite, entre le corps cellulaire et le prolongement odontoblastique, de nombreux filaments d'actine et de vimentine viennent se fixer sur la face interne de la membrane plasmique, qu'on appelle toile terminale ou barre terminale. Donc la toile terminale, elle fonctionne comme un filtre qui maintient dans ce corps cellulaire les organites de grande taille, donc par exemple le Golgi, le reg ou les grosses mitochondries, et laisse passer les vésicules de sécrétion et d'endocytose qui sont de plus petit diamètre. Donc le passage des vésicules a lieu dans la partie centrale car la toile elle est plus lâche à ce niveau-là. Donc on peut le voir juste ici. Donc à l'endroit de la membrane plasmique où s'accroche la toile terminale, on a un complexe circulaire de jonctions intercellulaires. Donc il relie l'odontoblaste aux odontoblastes voisins et est constitué de jonctions adhérentes et de quelques jonctions serrées. Donc on va voir ça dans la diapo suivante. Les odontoblastes ne travaillent jamais de façon isolée, ils fonctionnent toujours ensemble, donc grâce à des moyens de communication et de jonction. Donc comme je le disais, en marge de la toile terminale, des jonctions communicantes et serrées apparaissent donc entre les odontoblastes voisins, les odontoblastes et les cellules sous-odontoblastiques, et entre les ramifications des prolongements odontoblastiques avec les ramifications des prolongements adjacents. Cela va permettre de créer un réseau tridimensionnel à l'intérieur de la dentine pour que les odontoblastes puissent échanger des informations sur les modifications de leur environnement dentinaire. L'apparition des jonctions interodontoblastiques conduit à la formation d'une couche
cohésive de cellules. Donc ça s'appelle la couche odontoblastique ou monocouche d'odontoblastes parce que du coup ils vont tous être fixés les uns aux autres. Donc cette couche, elle isole la pulpe du compartiment extracellulaire proche de la membrane basale qui est juste au-dessus, dans lequel la prédentine va être déposée puis minéralisée. Donc une fois que la couche odontoblastique elle a été formée, les odontoblastes vont se différencier cette fois sur un plan fonctionnel et synthétiser les constituants de la prédentine qui seront sécrétés donc entre les fibrilles d'ancrage de la membrane basale dès le départ et autour des prolongements odontoblastiques un peu plus tard. Donc, en absence de pathologie dentaire, les odontoblastes déposent la prédentine durant toute la vie de la dent. Toutefois, la vitesse de ce dépôt il va ralentir fortement après l'éruption de la dent dans la cavité buccale pour éviter un comblement et la disparition prématurée de la pulpe. Une fois sécrétée, la prédentine elle va donc subir une maturation, puis elle va se minéraliser dans la partie la plus éloignée du corps cellulaire, entre les fibrilles d'ancrage, là où la maturation est terminée. Donc là, j'ai fait un petit récap. Donc il y a d'abord la sécrétion de la prédentine, puis il va y avoir sa maturation. Ensuite, elle va se faire minéraliser et on va avoir, pour terminer, la dentine. Donc cette première couche de dentine, elle est appelée manteau dentinaire. Les ions phosphate et calcium nécessaires à la minéralisation ils sont apportés par des vésicules matricielles issues du prolongement odontoblastique. On verra dans quelques diapos que la minéralisation de la prédentine entre les prolongements odontoblastiques a lieu en l'absence de vésicules matricielles. Donc la minéralisation, elle débute lorsque la prédentine, elle atteint une épaisseur d'environ 20 à 30 micromètres au niveau de la couronne et quelques microns au niveau de la racine. L'interface entre la prédentine non minéralisée et la dentine minéralisée, ça s'appelle le front de minéralisation, qu'on voit juste ici. La croissance en épaisseur de la dentine entraîne le recul centripète du corps cellulaire odontoblastique en direction du centre de la pulpe dentaire. Donc pour vous souvenir, donc il y a centrifuge ou centripète. Donc centrifuge, c'est qui s'éloigne du centre. Donc centripète, vous vous dites que c'est l'inverse, donc c'est-à-dire qui va vers le centre. Ensuite, la production de dentine, elle commence au sommet des cuspides et elle va poursuivre en direction du collet de la dent. Donc de ce fait, il va y avoir une augmentation de la taille du prolongement ainsi que du tubule dentinaire dans lequel il se trouve. Donc au tubule s'ajoutent des tubules secondaires, qu'on voit juste ici, autour des ramifications des prolongements principaux. La plupart des tubules, ils sont anastomosés avec les tubules voisins, juste là par exemple. Alors ici on a 3 petites images. Donc la première c'est une image en microscopie électronique où on peut voir une ramification du prolongement qui s'étend dans la prédentine. Donc ensuite on a cette coupe, donc c'est une coupe histologique qui nous montre les nombreux tubules parallèles qui s'étendent depuis la couche odontoblastique vers la jonction amélodentinaire. Et enfin c'est une autre coupe en fait qui nous montre les prolongements odontoblastiques dans chacun de leurs tubules. Hop, juste ici. Alors à présent on va voir la composition et la maturation de la matrice dentinaire. Donc la matrice dentinaire elle contient essentiellement du collagène de type 1, mais aussi pas mal de glycoprotéines non collagéniques qui sont impliquées dans la minéralisation. Elle contient aussi en plus faible quantité d'autres types de collagène, de protéoglycanes, de métalloprotéases matricielles, de facteurs de croissance et de divers composants, donc par exemple protéines de l'émail, protéines sériques, phospholipides, etc. Donc il y a plusieurs sites de sécrétion. Le premier, ça va être à l'extrémité du prolongement, à proximité des fibrilles d'ancrage, donc c'est toujours à ce niveau-là, entre lesquelles la première couche de minéral va être déposée. Donc c'est les glycoprotéines, juste ici, GP, qui vont réguler la minéralisation de la prédentine. Ensuite, le deuxième site de sécrétion qui va être au niveau de la base du prolongement, à proximité du corps cellulaire. Donc ça va être régulé par le collagène et les protéoglycanes, donc PG. Donc ici, vous avez un petit tableau qui va récapituler la variation de forme des fibres de collagène en fonction de leur localisation. Donc au niveau de la prédentine entre les fibrilles d'ancrage, les fibres de collagène vont être petites et parallèles par rapport aux fibrilles d'ancrage, ce qui va renforcer la cohésion entre la dentine et la première couche d'émail qui va être déposée sur le manteau dentinaire. Donc pourquoi ça renforce la cohésion? Parce que quand vous avez des fibrilles d'ancrage qui sont de cette façon et les fibres de collagène qui sont parallèles, vous voyez, ça va en fait s'imbriquer et donc ça va être très compliqué pour les séparer. Donc ça va renforcer la cohésion. Tandis qu'au niveau de la prédentine autour des prolongements, les fibres de collagène ici sont plus grosses et perpendiculaires aux fibrilles d'ancrage, ce qui va conférer une certaine élasticité, ce qui permet donc d'amortir les chocs lors de la mastication. À présent, je vais vous parler de la minéralisation de la matrice dentinaire. Alors la matrice dentinaire, une fois déposée puis remaniée lors de la phase de maturation, elle va être minéralisée pour former la dentine.
Au final, ce tissu il va être constitué de 70% de minéral. Et comme pour l'émail, le sément et l'os, on va avoir un dépôt de sels minéraux essentiellement sous forme d'hydroxyapatite. Donc l'hydroxyapatite, qui est aussi écrit HA parce que c'est un mot qui est vachement long, il s'agit d'un cristal formé principalement d'ions calcium et d'ions phosphate qui vont s'associer pour former du phosphate tricalcique. Puis ça va donner du phosphate octocalcique et enfin de l'hydroxyapatite. Donc la formule de l'hydroxyapatite, elle est à connaître par cœur, c'est Ca10PO4,6OH2. Moi je l'avais répété des centaines et des centaines de fois et depuis je m'en souviens toujours, donc faites ça. L'hydroxyapatite rencontrée dans les tissus minéralisés, comme la dentine, n'est pas pure. En effet, il y a une partie des ions hydroxyle qui est remplacée, donc elle est substituée par des ions carbonates, d'où le terme hydroxyapatite carbonatée. Donc la formation de l'hydroxyapatite, elle nécessite une quantité importante d'ions calcium et d'ions phosphate dans la prédentine au niveau du front de minéralisation. Donc maintenant, par rapport au transport du calcium, donc au cours de la dentinogénèse, il y a une quantité importante de calcium qui est transportée à travers la couche odontoblastique depuis les capillaires sanguins sous-odontoblastiques jusqu'à la prédentine. Les odontoblastes, qui sont reliés donc par des jonctions serrées, sont peu perméables au calcium. Donc la majeure partie de l'ion calcium, il va transiter par le cytoplasme odontoblastique. Donc par rapport à l'entrée et au transport du calcium, il existe différents mécanismes permettant ce transport. Donc tout d'abord, il peut y avoir les vésicules d'endocytose qui sont capables de se déplacer jusqu'au pôle apical. Mais il existe aussi les canaux calciques de la membrane cellulaire. Donc en fait, l'ion, il va se déplacer ensuite en se liant. Donc il y a deux possibilités, soit des protéines de liaison, donc c'est les CABP, donc Calcium Binding Proteins, comme les calbindine D par exemple, dans le cytoplasme, ou sinon elles vont se lier aux protéines acides de la membrane, donc c'est les annexines, qui lient fortement le calcium et les phospholipides membranaires, et elles vont se déplacer tout le long du feuillet interne de la membrane plasmique. Et du coup, par rapport à la sortie du calcium, ça va différer selon le lieu de minéralisation de la prédentine. Donc, par exemple, entre les fibrilles d'ancrage, le calcium il est stocké dans des vésicules matricielles qui vont bourgeonner à partir de la membrane plasmique du prolongement odontoblastique. Donc à l'intérieur de ces vésicules, il va y avoir la formation de cristaux d'hydroxyapatite. Alors qu'autour des prolongements odontoblastiques, il n'y a pas du tout de formation de vésicules matricielles. Et en fait, le calcium, il va sortir directement de la cellule dans la matrice prédentinaire. Donc le calcium, il va sortir grâce à la CA-ATPase ou à des échangeurs sodium-calcium qui sont situés dans la membrane du prolongement odontoblastique à proximité du front de minéralisation. Alors là, vous avez un petit schéma qui récap bien l'entrée et la sortie du calcium dans la cellule, donc moi je trouve ça hyper clair. Donc par exemple, là, vous avez pour l'entrée la vésicule d'endocytose qui va donc faire tout le trajet intérieur de la cellule, ou sinon, l'autre façon de rentrer, ça va être le canal calcique qui est juste ici. Donc ensuite là ça va être les CABP, donc calbindine D qui vont être utilisés, ou l'annexine sur le feuillet interne de la cellule. Et donc pour sortir, vous avez soit au niveau des fibrilles d'ancrage, les vésicules matricielles, juste là, ou si c'est au niveau des prolongements, vous allez avoir donc pas de vésicule matricielle cette fois, on n'oublie pas, mais vous allez avoir le CA-ATPase juste ici, ou sinon les échangeurs sodium-calcium. Voilà, moi je trouve ça hyper clair, donc limite, je travaillais qu'avec ça, juste pour cette partie du cours. Donc la minéralisation entre les fibrilles d'ancrage, elle dépend de la formation de cristaux d'hydroxyapatite à partir d'ions calcium et phosphate contenus à l'intérieur de vésicules matricielles. Elles sont limitées par une membrane à deux feuillets dans laquelle on trouve de nombreuses enzymes contribuant à la formation d'ions phosphate. On y trouve aussi une grande quantité d'ions calcium. Il se forme alors des cristaux de phosphate de calcium qui se transformeront en cristaux d'hydroxyapatite. Donc sur cette coupe au microscope électronique, on peut voir les vésicules matricielles qui s'entremêlent aux fibrilles de collagène dans laquelle se produit la minéralisation initiale de la matrice dentinaire. Mais du coup, comment les cristaux se forment au sein de la vésicule matricielle? Donc il y a deux possibilités. La première, c'est à la proximité du feuillet interne de la membrane vésiculaire en relation avec les phospholipides membranaires. Donc c'est là tout autour. Ou sinon, c'est au centre de la vésicule en relation avec des molécules qui lient le calcium, comme par exemple les calbindines. Et enfin, la minéralisation de la prédentine autour des prolongements odontoblastiques. Donc ici, la minéralisation, elle a lieu directement dans la matrice, car il n'y a pas de vésicule matricielle comme on l'a dit précédemment. Donc les cristaux d'hydroxyapatite, ils se forment directement à l'intérieur des fibres de collagène 1. Voilà, comme ici, juste là, on peut voir. Voilà les loulous, j'ai fini le cours, donc j'espère que c'était pas trop long et pas trop compliqué.
En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin que je réexplique des choses, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous me bombardez sur le forum, il y a vraiment zéro problème. Et juste après, j'ai mis une fiche de vocabulaire avec tous les acronymes que j'ai utilisés. Voilà, et plein de courage, plein de bisous pour ce début de S2. En tout cas, vous allez d'être ça, on est là pour vous, on pense à vous, donc moi, gros bisous.